Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir un scénario qui a été envoyé par Aurélien, donc sur la page de la Taverne de Cadelfec. Donc il nous dit ceci. Il parlait d'un post précédent en disant qu'il revoit quelques années plus tard. Je crois que c'est plusieurs années. Donc, et il se trouve que donc il a créé son propre univers et qu'aurait un des points communs avec celui de la Taverne de Cadelfec. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Voyage, montagne omniprésente et absence de magie. Bon, c'est trois choses qui peuvent être intéressantes. Donc, il parle d'avoir créé un premier scénario de JDR il y a de ça 3 ans, et il me propose donc d'y jeter un coup d'œil. Donc, je dis OK, et par mail, donc je reçois ce message d'Aurélien. Voilà, j'espère que ça te plaira. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une image et un PDF. Alors, je ne les ai pas encore lus, on va les découvrir ensemble. Donc, tout d'abord, l'image. Alors, l'image, c'est une carte du monde. Plus exactement une carte, je suppose, d'une région en particulier. Je regarde s'il y a un nom ou quelque chose comme ça. Alors, je suis pas certain qu'il y ait un nom. Ah si, Mayador. Donc voilà, Mayador, je suppose que c'est le nom du lieu. C'est peut-être aussi le nom de la série, du jeu de rôle ou autre. Et donc on remarque quelques points importants. Donc ici, tour des archivistes. Maison du maire, terrain interdit par l'administration, mairie, donc église abandonnée, mémé Gisèle, labo ingénieur. Donc je suppose qu'on est dans un setup qui se veut plus moderne. S'il y a un laboratoire, encore que ça pourrait être aussi en partie médiéval. À ce stade, je ne sais pas trop, car on marque plutôt des éléments qui ont l'air plutôt modernes, des bâtiments plutôt modernes. Donc je suppose, sans que ce soit exactement dit, que on doit être dans un setup peut-être éventuellement France contemporaine, 20e siècle, ou alors carrément on se fait une mauvaise idée et c'est beaucoup plus ancien que ça. Ici je vois qu'il y a un autre panneau, Madalore, peut-être que c'est un autre endroit. En tout cas là on se fait une idée globale. On peut supposer donc que toute l'aventure se déroule donc dans une distance à pied d'à peu près, je dirais, quelques kilomètres sur quelques kilomètres. Donc, des distances qui peuvent être faites à pied en moins d'une journée. Et là, on voit marqué nécromancien exilé. Donc, s'il y a des nécromanciens, on peut supposer qu'il y a de la magie ou autre chose. Ou de la science qui permet de faire de la nécromancie. On ne sait pas encore. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un PDF qui s'appelle Le poids du secret. Psychoshop. Alors, Le poids du secret, un scénario en 2 actes dans l'univers des montagnes changeantes. Donc, déjà, je remarque qu'il y a un certain manque de cohérence, puisque ici on a le poids du secret, les montagnes changeantes. Par contre, plus tôt on avait, non pas Mayador d'ailleurs, c'est Madador. Ici c'est un D. D'ailleurs, si Madador est ici, pourquoi est-ce qu'il y a un panneau qui montre Madador vers la gauche? Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment en fait se présentent les différents éléments qui nous sont présentés. Je suppose que les montagnes changeantes, ça doit être le nom de la région. Que Madador, ça doit être le nom de la ville. Et que le poids du secret, c'est donc peut-être le titre, ou en tout cas l'activité qui a lieu à Madador et sur lesquelles on va se concentrer. Je dirais que une première chose pour clarifier, qui arrangerait bien les choses, ce serait donc de mieux spécifier les différents les différents niveaux auxquels on peut s'intéresser à l'histoire. Quel est le nom du monde, quel est le nom de la ville, quel est le nom finalement du scénario. Alors, le poids du secret, un scénario en 2 actes. Pourquoi 2 actes? On verra. Auteur Psychosop avec une petite aide d'Altarimar, donc je suppose que l'auteur est bel et bien Psychosop. D'ailleurs, il y a un lien. Je clique dessus et j'arrive sur un site, page non trouvée. Donc, bon, je dirais que ça fait partie des choses à corriger. D'autant plus que, d'ailleurs, j'encourage pas trop les liens dans les PDF. Je conseille plutôt de marquer des liens pleinement écrits, http : quelque chose. Ça passe beaucoup mieux sur les différents lecteurs.
Donc on va passer la découverte de l'auteur, hein. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Donc genre médiéval fantastique, alors ça répond à la question, quel genre exactement? Ambiance, voyage et humour décalé. Alors là, voyage, je me pose une question, parce que comme on nous a montré une carte d'un lieu qui est finalement relativement restreint, moi je me demande, est-ce que toute l'aventure va avoir lieu dans le lieu qu'on nous a montré, ou est-ce que c'est finalement beaucoup plus grand que ça? Est-ce que finalement la carte du monde, enfin la carte que l'on voit, c'est juste une des zones? Nombre maximum de joueurs, 5, d'accord. Il n'y a pas de durée de partie, je veux dire, est-ce que ça se joue, si c'est bien donc un scénario pour un RPG, est-ce que ça se joue, c'est une campagne? Est-ce que ça se joue en différents scénarios? Est-ce qu'il faut compter une soirée pour tout faire? Est-ce qu'il faut compter plusieurs soirées? Et c'est quoi le rythme? Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout combien de gens il faut, combien de temps il faut prévoir pour jouer une partie, ou en tout cas pour en découvrir suffisamment sur le sujet. Alors, on a 25 pages en tout. Je vais d'abord faire un premier parcours rapide qui va permettre de se donner, d'avoir une idée un peu du contenu qui est présenté. Donc je vais lire uniquement les titres. Des mots sur l'univers, donc ok, on a plutôt une présentation. Un résumé qui est très bienvenu, puisque ça permet déjà de se faire une idée du reste du document sans avoir besoin de tout lire. Bon, ça c'est pas un titre. Que s'est-il donc passé? Explication. Ça c'est déjà, on est dans une stratégie de quelque sorte de clin d'œil de rapport à ce qui a été lu auparavant. Disons que dans un parcours plus disons plus haut niveau, ça n'a pas vraiment de sens. Premier acte, la longue marche, ok, ça c'est bien. Ça on le dit jamais assez, mais avoir des numéros, avoir une numérotation, avoir quoi que ce soit qui permet de montrer un ordre et qui permet de savoir où on se trouve dans l'explication, c'est toujours utile. Des documents de 25 pages dans lesquels il n'y a aucune numérotation, on peut juste pas s'y retrouver, donc c'est très basique, mais avoir une numérotation c'est bien. Premier acte, scène 1. Donc je me contente de lire ça, ce qui fait que je suppose juste qu'il y a une mise en scène qui donc présente le début du RPG. Scène 2, ok, scène 3, etc. Scène 4. Alors là, c'est soit des présentations, soit plus des façons de jouer. Peut-être que c'est une campagne qui est assez dirigiste et qui fait qu'on enchaîne les scènes, enfin le maître du jeu accompagne les gens en faisant s'enchaîner les scènes. Second acte. Donc, est-ce que c'est le second en 2 actes? D'accord. Mais là, on est à peine quelques pages et on est déjà au deuxième acte. Alors je me demande, on est à la page 7, on est déjà au deuxième acte, est-ce que le deuxième acte est extrêmement long, ou est-ce que finalement le document va avant tout être composé d'un premier acte, d'un deuxième acte, et après ça de beaucoup d'éléments supplémentaires, comme je ne sais pas, des tables de monstres, autre chose. Pourquoi est-ce que je me pose cette question? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de table des matières. Une table des matières en début de document, ça permet de faire un premier survol du contenu du document et de se donner une idée de ce dont le document va parler. Est-ce que le document va uniquement donner les informations dont on a besoin pour comprendre, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres informations, comme par exemple la genèse du projet, à quoi sert le projet, des informations supplémentaires. Là, sans table de matière, on est forcé finalement de suivre le fil du document. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me laisse pas avoir par ce fil du document, je ne vais pas lire les 25 pages ligne par ligne pour savoir exactement ce qu'il en est, c'est pour ça que je fais un premier parcours du document avec seulement les titres pour finalement remplacer la table des matières. Second acte donc, scène 1, voilà, scène A, tiens, peut-être que, pourquoi est-ce qu'on passe de la scène 1 à la scène A? Peut-être qu'il y a une alternance, peut-être qu'il y a une possibilité d'aller sur une scène A ou une scène B, peut-être que c'est une sous-partie de la scène 1, ça je ne sais pas, ça mériterait d'avoir peut-être, alors si c'est une sous-partie de la scène 1 par exemple, il faudrait que ce soit scène 1A, pour l'instant je ne sais pas, il faudra voir plus tard. Scène 2, ok, scène B, bon là pareil je m'interroge, disons que s'il y a une façon spéciale d'enchaîner les scènes, ça vaut le coup d'avoir un plan, c'est-à-dire quelque chose avec par exemple des bulles, des flèches, des intersections, quelque chose qui montre qu'il y a par exemple un choix, ou même qu'il y a simplement un enchaînement. C'est en quelque sorte la table des matières des enchaînements d'éléments. Si il est déjà prévu, et c'est une campagne dirigiste qui est par exemple 5 scènes différentes, c'est utile d'avoir
une espèce de table des matières, ou en tout cas une espèce de schéma représentant les 5 scènes et leur enchaînement logique. Si ces 5 scènes doivent avoir lieu dans des lieux particuliers, dans ce cas-là, il faut représenter, c'est très utile de représenter la carte avec la position approximative de chacune des scènes. Ça permet vraiment de se représenter où se déroule l'action. Scène C, scène D, scène E, scène F, G, H, I, d'accord, J, d'accord, PNJ, donc là il y a une présentation de PNJ. C'est en quelque sorte un encadré, je suis surpris parce que jusque là on n'a pas vu d'encadré, donc il faut attendre la page 16 pour avoir un premier encadré qui donne, je suppose, des indications supplémentaires sur le contenu de l'une des scènes. Ensuite on passe à la scène 2 et la scène 3. Alors là je me pose des questions parce qu'on a une scène 1 qui a fait quasiment une dizaine de pages et on a une scène 2 qui fait à peine quelques lignes. On a une scène 3 qui est pas tellement plus longue et on arrive à l'épilogue. Alors pourquoi ça me dérange? Normalement quand il y a un chapitrage ou en tout cas une répartition suivant des grands titres ou des grands éléments comme des scènes, on est censé avoir un certain équilibre. Si on commence à lire un livre et que le chapitre 1 fait la moitié du livre, on va se demander, ouais, mais attends, est-ce que le chapitre 2 va faire la deuxième moitié du livre? Est-ce qu'il va y avoir que 2 chapitres? Pourquoi est-ce c'est intéressant d'avoir ce genre de chapitrage ou de découpage d'éléments? Parce que s'il doit y avoir des actions particulières ou un fil narratif, c'est très important de savoir, quand on est un consommateur, quand on est une personne qui vit l'aventure, qui suit le film ou autre, de se rendre compte de ce qui a déjà été parcouru. C'est le cas classique quand on regarde un film. Quand on sent que c'est la fin, il faut que ce soit à peu près la fin. Si on sent que c'est la fin alors qu'on est qu'au bout de 30 minutes, c'est pas bon. De la même façon, si l'introduction du film ou du livre dure la quasi-totalité du film, au bout d'un moment on se demande, attends, mais c'est une trilogie, il nous donne que le premier. C'est pour ça que c'est important d'avoir un chapitrage, un découpage, et d'avoir, au moment de ces découpages, des éléments particuliers. Ça peut être une ponctuation volontaire, ça peut être la personne qui, par exemple le maître de jeu, qui dit voilà, là maintenant on change de chapitre, c'est un peu brut. Ça peut être que l'action se passe zone par zone, donc à chaque fois qu'on change de zone, finalement on change de chapitre. Est-ce qu'un chapitre ça dure une soirée? Ça aussi c'est important, donc si on a 10 chapitres, ça va durer 10 soirées. Ou est-ce que on va se retrouver avec une mise en place du scénario qui va prendre une soirée en complète et finalement ça va prendre 6 heures et on va tous terminer à 2 heures du matin, ou est-ce que ça va être beaucoup plus court et est-ce que la semaine d'après on va se retrouver avec un chapitre qui dure 1 heure et demie. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des durées qui sont à peu près égales. Après je dis ça, mais si ça se trouve, en réalité les différents éléments qu'on a vus font en sorte que tout est équilibré. Je ne sais pas. N3, épilogue, les annexes. Alors le matériel à préparer, ouais, ça peut être bien. D'accord. Alors matériel à préparer, pourquoi? Matériel à préparer pour les gens qui veulent participer au jeu de rôle. Parce que là, je me permets de lire un peu. Pour les parchemins d'archivistes, 4 bandes de papier sur lesquelles... Ok, donc c'est bien du matériel pour les gens qui souhaitent participer. Scène 4, donc je suppose que ça concerne une scène en particulier. Aide-mémoire, c'est bienvenu. Le marché et ses prix, d'accord. Ah bah tiens. Voilà justement donc Madalor, Madador, Malalor, Malanor. Ok. En plus de ça, si c'est écrit un peu bizarrement sur le plan, c'est... peut-être d'ailleurs que le fait de confondre le nom des villes a un intérêt, soit scénaristique, soit en termes de jeu. Peut-être qu'à un moment il faut sortir exactement le bon nom, sinon on n'est pas au bon endroit, ou peut-être que c'est humoristique. Ou pas. Maurice, gardien des chers. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Maurice qui est gardien de chèvre. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est quoi? C'est un profil de personnage? C'est un personnage que l'on rencontre durant l'aventure? C'est une espèce de biographie que l'on peut naturellement adapter? Je suppose que c'est... voilà, vous savez fabriquer des paniers en osier, autres objets de vannerie. Je suppose qu'il s'agit d'un profil
de personnages que l'on peut s'approprier de façon à jouer. Arcadio Grandpied. D'accord, donc une autre fiche de personnage. Lambert Guerrier, ok. Vulgrin Ingénieur. Béranger Marchand. Paulin Moine à demi défroqué. C'est un peu long là. Ok, donc là c'est juste qu'il y en a un qui a une présentation beaucoup plus longue. Il y a des changements de style, hein. Je lis pas trop, je lis que la première ligne. Mais autant ici pour Maurice Gardien des Chèvres, tout petit déjà, vous aimiez les animaux, donc on s'adresse, c'est le manuel qui s'adresse au lecteur. Autant quand on est plus loin dans le parti Béranger Marchand, c'est Je m'appelle Béranger, donc c'est le personnage qui est à la première personne. Donc ça c'est pas tout à fait normal, d'autant plus que s'il y a un changement de positionnement en ce qui concerne la narration, il faut par exemple avoir des guillemets quand le personnage s'adresse directement soit directement au lecteur, soit est en train de parler. Par exemple, Paulin est une personne de taille moyenne avec un corps de lâche. Bon, d'accord pour le corps de lâche. Mais bon. Quoi qu'il en soit, je reviendrai plus tard en fin de présentation sur ce que je pense de ces éléments. Donc, je sais, etc. Donc, c'est la capacité. Bon. Grosso modo, on a lu l'intégralité du document. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On a donc une présentation avec une introduction sur l'univers. Voilà, résumé du scénario. On a un premier acte qui est assez court, qui est composé donc de 5 scènes. Un deuxième acte qui est beaucoup plus long, qui fait largement une dizaine de pages, avec toute une numérotation, avec des chiffres et des lettres et différentes scènes. On comprendra mieux ce qu'il en est quand on sera dans le détail du fonctionnement. Donc une dizaine de scènes. Et en ce qui concerne les annexes, on a la préparation du matériel, de l'aide-mémoire, et quelques présentations de personnages. Donc on va maintenant regarder élément par élément le contenu donc, du projet. Donc l'univers des montagnes chantantes est désolé et inhospitalier. Ok. Sur les hauteurs, quelques villages épars vivotent tant bien que mal en autarcie. Communications sont rares, il peut se passer plusieurs mois sans que survienne le moindre voyageur. Mais à l'approche du printemps, les villageois en ont assez de manger du chou à chaque repas et des tensions se développent. Devant cette grogne générale, le maire décide de... Ah oui. Là, je vois un problème, c'est que ici, on a une présentation générale. Donc, désolé, inhospitalier, communications sont rares, à l'approche du printemps, et il y a une transition qui est assez brusque entre la situation initiale, qui est la situation qui se répète, ad vitam aeternam, qui a toujours été le fonctionnement de la région depuis des années, des décennies, des siècles et des siècles. Et là, devant cette grogne générale, le maire décide de calmer, bon déjà il y a 2 fois décide de calmer les choses en montant une expédition. Ça c'est le temps présent. C'est quoi? Mais c'est à chaque fois? C'est à chaque année? Ou c'est là c'est différent cette année-là et tout change. Je suppose que tout change. Disons que entre ça fait 200 ans que c'est comme ça et maintenant tout change, la transition est un peu rapide, hein. Moi j'aurais plus voulu être vraiment amené dans l'univers, mieux comprendre qu'est-ce qui fait les montagnes changeantes, qu'est-ce qui fait peut-être la géographie et autres, avant d'avoir brusquement cet élément de changement. Donc l'objectif, parcourir les 8 km qui vous en séparent avec des choux. Ouais, là pareil, je prends la phrase toute seule. L'objectif, parcourir les 8 km qui vous en séparent. Qui séparent de quoi? L'objectif c'est super important, il faut que ça marche en tant que phrase seule. Objectif, parcourir les 8 km qui vous séparent de bidule, de machin chouette, etc. Faut pas avoir peur de se répéter ici. L'important c'est que en prenant juste cette phrase avec ce mot très important, on puisse comprendre le but du jeu ou autre. Les volontaires sont entourés pour cette mission. Il suffit de piocher parmi les bouches à nourrir inutiles et les incapables, autrement dit, vous. Ok. Mais vous quoi? Vous, le lecteur, une personne, ou vous, les 5 personnes qui participent maximum à l'aventure. Les types à constitution déplorable, casaniers que pour la plupart n'ont jamais mis un pied en dehors du village.
Pas de hâtard de passer les 2 prochaines semaines sur les routes avec vos compères, comme vous, ils se sentent infoutus de l'emporter sur un gobelin en combat singulier. Ok, donc il y a des gobelins. Disons qu'à ce stade, on sait que c'est médiéval fantastique, qu'il y a un gobelin. Ok, mais j'ai toujours dans la tête les images précédentes, notamment de la carte de la ville, où voilà, je me fais pas forcément une idée qu'il y a des gobelins quelque part. Je veux dire, ça pourrait tout à fait être la commune de Brice, les Trifelieu, quelque part dans le Berry. Ça, j'en sais rien. Donc, on continue. Quelques mots sur l'univers. Voilà, donc ça, c'est la partie sur l'univers des montagnes changeantes qui est en fait là, quoi. Donc, sont faits de sommets, de cols, falaises, vallées encaissées, de pas grand-chose d'autre. Royaume du dénivelé où l'horizon est perpétuellement bouché. Un monde jeune où l'homme a à peine commencé à laisser sa trace. Quelques villages sont éparpillés sur les contreforts, vivotant en quasi-autarcie. Pour la plupart des habitants, le monde se résume aux quelques kilomètres carrés autour de chez eux et à la routine rythmée par le passage des fêtes et des saisons. Ok. Bon, déjà, ça permet de se donner une bonne idée du fonctionnement de la région. C'est assez cohérent avec justement des gens qui vivent avec assez peu de technologie, très proches les uns des autres, du moins pour les familles et principales maisons, et après ça évidemment ça peut être 10 km jusqu'au prochain voisin. Moindre déplacement pendant 2 semaines, sans compter les dangers de la route. Ouais, mais 2 semaines, le moindre déplacement où? Parce que 2 semaines de marche, c'est beaucoup, hein. Si on compte 20 km de marche par jour, 2 semaines, ça fait 280 km. Après, évidemment, si on considère que c'est en montagne, allez, on divise, on va dire, même, on dit que c'est seulement 5 km. Alors, je rappelle que marcher vite sur terrain plat, 5 km à l'heure, tu peux les faire. Donc 5 km en montagne ou en terrain un peu accidenté, ça peut se comprendre. Simplement 5 km de marche par jour multiplié par 14 jours, ça fait quand même 70 km. 70 km, ça fait loin. Honnêtement, ils font plus de 5 km par jour. Voilà, je regarde ça. S'il y a des routes comme ça, partout pour lier les villes, ouais, les 280 km, ils les font hein, en 2 semaines. Après, ça je me rends pas compte, peut-être que les routes elles sont bien, et puis 2 km plus tard, il n'y a plus de route. Mais en tout cas, l'impression que laisse la carte, c'est pas du tout un terrain accidenté sur lequel on a du mal à faire moins de 20 km à la marche par jour. Donc, des gens qui ont de plus grands projets pour le monde que 3 chèvres, un élevage de poules et belote le samedi soir. Pour c'est un isolement. Ces héros sont morts depuis longtemps, mais leurs efforts ont conduit à l'émergence d'organisations supra-villageoises présentes dans les 4 coins des montagnes changeantes, les principales. Ah, donc on a l'ordre des archivistes, les ingénieurs, l'administration. Ah oui, non, il y en a 3. Comme on parlait des 4 coins, je pensais qu'il y en avait 4. Donc il y en a 3. L'ordre des archivistes collecte et conserve la connaissance théorique de l'étude des cailloux à la mécanique des fluides. Ces membres actifs ont passé près de 60 ans sur les bancs de l'école et sont aujourd'hui plus qu'octogénaires. Ce ne sont pas pour autant d'inoffensifs vieillards, bien que la magie pour ainsi dire disparue du monde. Ah, ça c'est un point important. Donc on est du médiéval fantastique mais sans magie. Donc c'est ce qui avait été dit en message privé. Absence de magie. Mais là c'est la première fois qu'on en entend parler. Là on entend parler dans une description secondaire. Je pense que des gens à qui on vend, entre guillemets, un RPG médiéval fantastique dans des montagnes qu'on dit être changeantes, si on leur dit que en petite ligne, ah oui, au fait, la magie a disparu du monde, hein, pouf. Je pense qu'il vaudrait mieux le dire avant, hein. Je pense que ça devrait être dans les principaux éléments, quoi. Quelque part par ici, il n'y a plus de magie dans le monde, il y a une époque. Est-ce qu'il y a des dragons? On sait qu'il y a des gobelins, mais disons que ça arrive en petite ligne, en petit élément. On découvre, ah tiens, c'est médiéval fantastique, ah tiens, il y a un gobelin, ah tiens, il n'y a pas de magie. Leurs recherches ont abouti à un substitut basé sur des parchemins aléatoires dont ils usent et abusent de façon chaotique. Sa branche active a donné, là pareil en termes de rédaction, sa branche active, la branche active de quoi? De l'ordre des archivistes? Parce que là, on a parlé de l'ordre des archivistes, puis on est passé sur les membres actifs, dont ils abusent de la magie, et sa branche active. Alors que sa branche active, ça fait référence à cette partie de la phrase. Sa branche active a donné à l'ordre une réputation de fous furieux, et ils rendent continuellement d'immenses services, personne ne souhaite vivre dans leur entourage immédiat. Et s'ils rendent ponctuellement d'immenses services, personne ne souhaite vivre dans leur entourage immédiat, d'accord? Ils habitent généralement dans une tour, loin de la civilisation.
dans une tour, tous les archivistes, ils habitent. C'est-à-dire que c'est leur maison. Non, je précise parce que... alors, voilà, la tour des archivistes, en effet, il y a une grosse tour, ben c'est un immeuble, voilà, ils ont leur HLM. Hop. Ok, les ingénieurs, ça va améliorer le quotidien des villageois par leurs inventions et accessoirement à faire progresser la science. Présents dans de nombreux villages et très débrouillards, ils sont considérés comme un peu excentriques mais utiles à la communauté. L'esprit paysan s'accommode très bien d'un individu capable de réparer à peu près tout ce qu'on lui apporte. Certains ingénieurs sont itinérants, ils entretiennent les sentiers existants, aussi c'est les voyageurs. Tout ingénieur assermenté peut en outre obtenir n'importe quel matériel classique dans les 5 minutes où qu'il soit. Il suffit de lancer une fusée éclairante munie d'une liste d'objets. Une caisse est parachutée peu après contenant la commande. Ok, c'est rapide, hein, c'est les drones Amazon. Le processus d'expédition est un mystère connu seulement de quelques initiés, mais on raconte que la légendaire technique de division par zéro est utilisée. D'accord. L'administration est un système bureaucratique élevé au rang d'art. L'administration est l'incarnation de la loi et de l'autorité. Désobéir à un de ces décrets est aussi inconcevable pour les gens que de désobéir à la loi de la gravité. Tentaculaire, elle est présente jusque dans les villages les plus reculés, semble tout connaître de ses administrés. Heureusement pour les villageois, la structure semble être effondrée sur son propre poids. C'est sous son propre poids. Et n'intervient guère dans la vie de tous les jours. Son dernier décret en date interdit l'usage des couvre-chefs pendant le lavage de la vaisselle pour les 2 prochains mois. Pour toute réclamation, les bureaux sont ouverts les jours impairs de la semaine, à des horaires scandaleux qui ne sont jamais affichés à l'avance. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des anciens magiciens, on a des ingénieurs Amazon qui s'occupent voilà, de réparer les choses et ils ont du matériel de haute pointe. Quant à l'administration, donc eux, ils gèrent à peu près tout, mais ils contrôlent plus grand chose. Donc je suppose que là il n'est pas précisé si, voilà, si les joueurs font partie d'une faction, mais alors on peut supposer qu'ils vont rencontrer des membres de ces différentes factions. Là ce serait intéressant de préciser justement dans quel contexte ça se place. Moi j'aimerais savoir, est-ce que par exemple je vais créer mon personnage et je vais pouvoir choisir d'être un archiviste, ou est-ce que finalement les archivistes ça va être juste être un lieu, ou est-ce que ça va être des membres qu'on va croiser régulièrement, quoi. Résumé du scénario. Les personnages joueurs vont voyager jusqu'au village voisin avec leurs choux, progressant d'1 à 2 km par jour sur terrain accidenté. Ok, donc là on oublie les routes, hein, pour aller de Madador à Malador. Il n'y a pas vraiment de route, donc 2 km par jour quand même, c'est dur, hein. Je sais que c'est quasiment une progression de jungle, et là je parle de la jungle de l'Amazonie, où il faut à chaque fois qu'on fait un pas, il faut couper des branches devant soi avec un couteau. Là, 1 à 2 km par jour sur terrain accidenté, c'est quoi? Ils font pas mal de déplacements en vertical, ils doivent escalader les choses. Donc là je dirais que c'est chiant, hein. 1 à 2 km par jour. D'ailleurs je me demande pourquoi est-ce que les déplacements sont aussi chiants. Est-ce que c'est pour faire en sorte que toute l'action se passe sur un lieu très restreint? Est-ce que c'est pour dire que dès que tu passes un certain point, tu peux pas facilement revenir en arrière? Est-ce que c'est une façon de dire que de toute façon, si tu as besoin d'aide, tu pourras pas aller plus loin? Disons que je me demande pourquoi avoir créé un univers sur un terrain volontairement extrêmement accidenté. Après, je pense que peut-être ça c'est une question qu'on pose maintenant et qu'on peut se reposer à la fin. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à avoir donc ce terrain accidenté? Autant la disparition de la magie, ça veut dire qu'il y a des éléments magiques dans le monde, mais qui ont quasiment disparu, qui sont peu à peu remplacés par autre chose, comme par exemple justement les archivistes et leurs solutions de parchemin, ou encore les ingénieurs, même l'administration d'une certaine façon, parce que si on ne peut plus régler tous les problèmes par la magie, il faut avoir des gens qui sont là pour aider à régler et administrer les choses. Autant le terrain accidenté, là je vois moins bien l'intérêt. D'autant plus que ce qui me pose problème, c'est que les ingénieurs, avec leur système de fusée, qui leur permet de transférer très rapidement des produits, j'ai l'impression que ça passe totalement à côté de la partie accidentée du terrain. Je veux dire, si finalement il faut une journée pour faire 1 km, est-ce qu'il n'y a pas une grosse fusée d'ingénieurs qui fait ce trajet-là pour aller transporter des objets importants?
Alors, on continue la lecture. Alors, ici. En chemin, ils vont ramasser une statuette maudite dont il est impossible de se défaire et qui entre désagréments grossit avec le temps. Ok. Donc ils ramassent une statue qui grossit, donc il faut qu'ils portent quelque chose, je suppose. Une fois arrivés à destination, ils vont découvrir que les villageois ont le même problème de statue qu'eux. Les 2 tiers des habitants en possèdent une, ce qui est en train de mener le village à la ruine. Donc ils ont quoi? Ils ont une grosse statue dans les bras. Le groupe va donc devoir vendre ses choux, enquêter et ramener la situation à la normale. Le village sera ensuite dévasté par une invasion de taupes termites et ils reprendront le chemin du retour. Ok. Je n'ai pas de commentaires particuliers sur les taupes termites. Que s'est-il passé? Explication. Au village de Matador, un ingénieur tente de mettre au point un appareil permettant de dupliquer des objets à peu de frais. Lors d'un essai, il introduit dans l'appareil une vulgaire statuette sans valeur, ignorance de ses propriétés nécromantiques, mauvaise pioche. Cette statuette, depuis longtemps inerte, s'activa et entra en interaction avec la machine, altérant son fonctionnement avec des effets non linéaires. Une centaine de statuettes furent créées avant que l'ingénieur ne réussisse à ôter l'original de son support. Honteux et craignant les conséquences, il alla en pleine nuit les enterrer hors du village, sans voir qu'il pénétrait dans un terrain interdit par l'administration, celui où une espèce de taupe termite avait élu domicile. Alors ce que je trouve intéressant avec ce point, c'est qu'on a les 3 factions. On a un ingénieur, on a l'ancienne magie, qui continue d'exister de façon résiduelle, et on a l'administration. Donc c'est intéressant d'avoir les 3 factions qui se retrouvent ici. Les choses auraient pu en rester là si un archiviste n'avait pas lancé un parchemin avec un de ses collègues pendant un défi nocturne. Il remporta la victoire en causant l'apparition d'une tornade qui passa tout près du terrain vague. Ainsi, des statuettes maudites furent dispersées dans tout le village. Une compagnie de héros ayant fait halte fut touchée et partit de Matador sans remarquer tout de suite qu'elle emportait avec elle une intruse. Quand le groupe l'apprit, il rebroussa chemin, mais un virage mal négocié les fit s'écraser en bas d'une falaise, sur la route des personnages joueurs. Ok, donc renforcement, un peu plus d'archivistes, les 3 factions sont là, les personnages joueurs sont là, un premier groupe compagnie de héros est là. Bref, ça j'aime bien parce que ça utilise bien les éléments du monde, ça les met en interaction, on comprend l'univers, le rôle des différents éléments et la place des joueurs. Donc premier acte. Lancez la musique épique et c'est parti. Je vais lire un peu. Donc, ok, une pénurie oblige les habitants à se nourrir pratiquement que de choux. 11 h et nous sommes le lendemain. Donc ça doit être jour 1 ou jour 2, je ne sais pas s'il y a un calendrier qu'il faut tenir. Ok, donc voilà, que vont-ils emporter? Donc ils s'apprêtent à partir, que vont-ils emporter? S'ils oublient les affaires alimentaires, nourriture, couverture, ne dites rien, vous remuerez le couteau dans la plaie plus tard. Donc là je suppose que ça s'adresse au maître de jeu. C'est pas encore clair là, est-ce que cette partie-là s'adresse plus au maître de jeu ou est-ce que c'est quelque chose qui est lu directement au personnage? J'ai l'impression que c'est un peu un mix entre les deux pour l'instant. Donc le maire organise une petite cérémonie de départ. Voilà. 20 choux, soit 10 kilos, qui se rajoutent au poids de leur équipement et souhaitent à tous une bonne chance. Donc là, les joueurs partent chacun avec donc un groupe de choux, ils forment un groupe donc de 5 joueurs maximum, on suppose. Pour installer l'ambiance, ça c'est bien, mais il faudrait préciser que ce soit une espèce d'encadré, quoi. Ça s'adresse au maître de jeu. Tous les mots avec chou, d'accord, le départ annoncé dans la feuille de chou locale. La spécialité du village est un fromage de chèvre emballé dans les feuilles, le chabichou. Voilà, c'est rigolo. Si les personnages joueurs pensent à prendre des marchandises rares en plus pour faire du bénéfice, ils peuvent se procurer de l'extrait de chou rouge, un colorant assez demandé. Ils n'ont pas assez d'argent mais peuvent hypothéquer leur maison. D'accord. Poterie relativement encombrante peut aussi être prise. Ça c'est au cas où un joueur dit je voudrais prendre une poterie relativement encombrante ou s'il veut prendre autre chose. Ok. Scène 2, les premiers ennuis. Randonnée, première pause du trajet, le panneau du village est toujours visible de loin, insister sur le poids de l'équipement et leur inexpérience, d'accord, donc s'ils ont fait un jour, ils ont fait moins d'1 kilomètre, peut-être 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, donc là je pense qu'il faudrait vraiment avoir une représentation graphique qui montre plus les chemins accidentés, qu'on se rende compte qu'en effet on va pas pouvoir faire ça en plus de quelques heures, quoi. Enfin, moins de quelques heures. Ok, conseil sur la musique à utiliser, c'est bien. Personnage.
Ok, avec les possibilités d'éléments, fatigue, ampoule au pied, foulure, etc. Le terrain boue, crevasse, éboulis. C'est bien ça de donner des tableaux de calamité ou des obstacles ou des éléments que peuvent facilement utiliser justement le maître de jeu. Et c'est bien aussi de faire un tableau parce que graphiquement dans le document ça permet de les faire ressortir. Pour installer l'ambiance, donc encore. Voilà. Les personnages joueurs font leur première halte après 1 heure de marche. En se retournant, ils voient toujours les villageois leur faire coucou au panneau, ils n'ont parcouru que 200 mètres. Bon, je sais que c'est humoristique, mais quand même, quoi. 1 heure, 200 mètres, alors je n'ai pas calculé combien de mètres ça fait, si je vais calculer. Donc, ça fait 100 mètres en 30 minutes. Hein. Ça fait 10 mètres en 3 minutes. Ça fait à peu près 3 mètres et 30 cm en 1 minute. De moyenne. Je veux dire, 1,30 m en 1 minute. C'est super long, quoi. C'est super long. Non, d'ailleurs, je me coupe. Je pense que je me cours dans la... bah non, quasiment pas. C'est 3 mètres. 3 mètres à la minute. Tiens, on va calculer. Hop. Pom pom pom. Donc, 200 mètres divisé par 60 minutes. Ça fait ça. Ça fait 3 mètres 33 par minute. C'est long, 3 mètres 33 par minute. 10 minutes. Alors on va prendre 10 minutes, ouais, ça fait 30 mètres. Je voudrais savoir quel genre de terrain accidenté on a là, quoi. Là où ça me dérange d'avoir une partie humoristique sur le temps pour les déplacements, c'est que soit c'est vraiment précisé dans l'univers, je sais pas, il y a un genre de magie ou autre chose qui fait ça, soit bah, ça casse un peu tout le système, parce que les montagnes changeantes, ok, elles sont changeantes, mais ça pas sur 3 mètres. Sur 3 mètres, j'y crois pas, quoi. Autant on dit que dès qu'on s'éloigne un peu du village, on commence à se perdre, c'est difficile, etc. Et là, ok, on comprend vraiment la difficulté d'orientation. Je sais pas si finalement les montagnes sont un peu vivantes, si on a l'impression qu'elles bougent, réelles ou pas. C'est un peu comme ces forêts ou ces marécages dans lesquels on se perd. Et là, oui, ok, on peut mettre beaucoup de temps à faire beaucoup de distance. Mais là, vraiment, 3 mètres 30 en 1 minute, ça me pose problème. Donc, scène 3, des nuits pleines d'ennui. Ok, voilà, avec des petits jeux de mode sonorité. Le trajet va durer entre 4 jours et 1 semaine. Là, j'ai une difficulté à me faire finalement au rythme. Parce que 4 jours et 1 semaine, ça veut dire que 4 fois, il faut faire au moins le camp pour la nuit. Est-ce que c'est prévu, ça? L'ambiance d'une nuit ordinaire, pendant la nuit, etc. Pendant qu'ils dorment à des lieux de toute civilisation. Attends, des lieux? Alors, une lieue, c'est 4,8 km. Donc, des lieux, c'est au moins 2 lieux, c'est au moins 9,65 km. 9,65 km, ce qui fait donc 9650 mètres divisé par 3 mètres 33 par minute, ça fait 2900. Non, multiplié. 9000. Non, divisé, c'est bien. Donc ça fait 9924 hop, minutes divisé par 60. Ça fait 48 heures. Et 48 heures, voilà, on le sait tous, divisé par 24 heures, ça fait donc 2 jours. Bah, ça reste crédible, hein. Donc, on a l'équivalent de 2 jours. Alors, 2 jours de déplacement en tout, si on compte la nuit, s'il marche que la moitié, donc ça fait 4 jours pour faire 9 km, même à la vitesse donc de 3 mètres 33 la minute. Donc je dirais que ça reste crédible. Le trajet va durer entre 4 jours et 1 semaine. Ok. Des animaux sauvages. Voilà. Trouver des champignons près de leur complément, comestibles ou non. Ok.
Donc, témoin Sanarzoul, le dieu du fromage, qui prêche la bonne parole aux brebis égarées. Donc, il y a une rencontre. Alors ça, j'ai une difficulté. Est-ce que c'est un scénario spécifique qui arrive pendant la nuit, pendant une nuit? Est-ce qu'il faut en inventer plusieurs? Est-ce qu'il y a 3 nuits normales où il ne se passe rien et une nuit où cet événement particulier doit avoir lieu? Ou est-ce que c'est un exemple du type d'événement auquel on s'attend chaque nuit? Parce que des nuits pleines d'ennui, ça sous-entend donc que chaque nuit est source d'ennui. Alors ce qui me dérange, c'est qu'en termes de calendrier, on a donc plusieurs jours qui sont très chiants. On se déplace à 3,33 m la minute, ce qui fait que on n'avance pas très vite. Et surtout, moi j'ai envie de dire, est-ce que c'est normal de faire des rencontres si les déplacements sont aussi difficiles? Je suppose que quand même on reste sur des routes ou autre chose, en tout cas des chemins habituels, et que c'est normal de croiser d'autres voyageurs. Donc une rencontre peu cavalière, après avoir passé une intersection. Alors, clairement, si on est sur un terrain extrêmement accidenté, avec beaucoup de difficultés à se déplacer et pas vraiment des routes, parler d'intersection ou de chemin même, c'est difficile. Parce que si on doit se déplacer en montagne, il faut quasiment en partie escalader, faut porter les sacs, peut-être aussi qu'il y a en réalité des difficultés spécifiques. Comme il y a cette partie humoristique qui dit qu'ils ont mis une heure pour faire 200 mètres, moi je me pose une question, c'est qu'est-ce qu'il en est des difficultés du terrain? Est-ce que c'est vraiment que c'est une route droite mais il faut mettre 30 ans pour avancer? Ou est-ce que c'est en réalité, il y a de temps en temps un précipice, ou des problèmes qu'on voit d'habitude en montagne qui font que c'est beaucoup plus difficile à passer et que ça leur prend beaucoup de temps? Donc, monter sur des sortes de grosses vaches qui vont vite, ok. Donc des créatures, voilà, un gobelin. Comme d'habitude dans cet univers, il sera possible de trouver une solution pacifique si les personnages ne sont ni trop idiots ni trop agressifs. D'accord. Ce qu'il est possible de piller, autant de viande, des armures, un arc, une épée et un arc, quelques pièces d'argent. Là on voit pas mal d'éléments qui peuvent servir d'éléments de jeu comme l'épée, etc. Mais bon, comme il n'y a pas de règles spécifiques sur la façon de jouer ou de les utiliser, je suppose que c'est avant tout scénaristique, un peu comme quand on disait au début. Il faut qu'ils pensent à prendre avec eux des couvertures, des couverts, sinon ils n'en ont pas pendant le reste de l'aventure. Les cavaliers ont semé des pièces d'argent pour installer l'ambiance. J'aime bien ces éléments pour installer l'ambiance, je trouve que ça aide beaucoup et c'est une vraie aide de jeu. Le gobelin joue avec une baguette de foot presque déchargée et refuse de s'en séparer. Attention à ne pas l'énerver, c'est bien ça. Bruit interdit par décret administratif sur 50 mètres. Un écho provoquera des éboulis sur la montagne d'en face. À la fin de l'aventure, les personnages recevront une lourde amende pour avoir détruit une portion de route menant à Manador. Ouais, c'est bien ça. Ok. Scène 5, la malédiction de la statuette. Donc le premier joueur à avoir touché la statuette va se rendre compte que celle-ci revient toujours dans sa poche quoi qu'il fasse. Je suppose que les joueurs découvrent par eux-mêmes la malédiction, en tout cas que le maître de jeu leur fait comprendre que cet objet qui est avec eux agit bizarrement. D'accord. Donc pour installer l'ambiance, là c'est bête parce que pour installer l'ambiance, j'aurais bien aimé avoir plus d'exemples de comment faire comprendre aux joueurs petit à petit que la statuette a des pouvoirs. J'aimerais avoir un peu des suggestions de comment réagir si les joueurs veulent par exemple détruire la statuette. Voilà, le processus s'accélère si on tente de la détruire, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Moi j'aimerais bien avoir pas mal d'autres éléments. Ceci dit, ces autres éléments pour installer l'ambiance, je les aime bien. Alors second acte. Donc, alors là on a le second acte et je voudrais avoir une explication sur pourquoi on a tant de scènes A, B, C, D, E, etc. Donc la route devient à nouveau visible et agréable. Les dernières centaines de mètres, oui mais si les premières centaines de mètres à côté du village il a fallu 1 heure pour faire 200 mètres, je vois pas pourquoi les 200 mètres avant d'arriver au village d'après, ils sont agréables et c'est bien quoi. Ok. Pourtant lorsqu'ils entrent dans le village, une musique mélancolique retentit. Ok. De nombreuses personnes à l'air abattues errent sans but ou restent assises devant leur maison, elles peinent sous le poids de statues de toutes les tailles. Ok, ça c'est ce qui a été annoncé dans l'introduction.
le maire venu, etc. On se rendit compte que ces statuettes étaient plus attachantes que prévu. Donc je suppose que c'est aussi l'occasion pour le maître de jeu de faire comprendre aux joueurs certaines règles particulières ou une certaine ambiance liée aux statues au cas où le joueur serait allé trop vite ou aurait raté certains points. C'est bien d'avoir une partie avec un personnage explicatif, donc aussi bien le personnage pancarte qui accueille les joueurs au début du village qu'un personnage explicatif qui vient finalement remettre une couche, un peu à la façon du hibou dans Zelda, et qui vient te bazarder un peu tout ce que tu aurais dû comprendre. En ce qui concerne le commerce, un marché aux choux pourra avoir lieu sur la place du village. Crise de la statuette ou pas? Ok, ça remonte le moral. Pour installer l'ambiance, d'accord. Parchemin de fer, ok. C'est bien aussi ça, pour installer l'ambiance, surtout s'il y a des occasions de créer des activités pour les joueurs. Suivant les volontés des joueurs, il y a possibilité de mettre énormément de choses différentes en rapport avec le marché, les mini-jeux, etc., etc. Ça, j'aime bien vraiment. L'arrivée dans une ville, il faut la réussir. C'est-à-dire que quand les joueurs arrivent dans la ville, il faut qu'ils sachent pourquoi. Enfin, déjà, il faut les féliciter d'être arrivés jusqu'à la ville. Il faut qu'ils comprennent le chemin parcouru entre le premier lieu et le deuxième lieu. Il faut avoir le personnage explicatif ou les éléments d'explication qui leur permet de se remettre en scène, tous les objectifs, tout ce qui a été atteint, tout ce qui reste à faire. Il faut proposer aussi une liberté et permettre aux joueurs aussi d'exprimer leur créativité. Disons que si la route a été extrêmement dirigiste, d'autant plus que là on est sur 4 à 7 jours de déplacement extrêmement pénibles, difficilement explicables aussi, avec des choses à inventer pendant la nuit qui ne sont pas non plus le meilleur moment de l'aventure. Moi j'ai envie de dire que la première partie du jeu, elle me plaît pas trop. La première partie du jeu me plaît pas trop parce que on n'a pas beaucoup de liberté et tout choix est extrêmement coûteux. C'est-à-dire que si les joueurs décident d'aller à droite plutôt qu'à gauche ou de s'éloigner d'à peine quelques mètres, déjà ça prend 10 minutes, ça prend des quarts d'heure, ça prend des heures, c'est pénible. Et je pense que ça se retrouve d'ailleurs dans l'exemple qui a été donné, celui sur la nuit. Si finalement les éléments intéressants arrivent pendant la nuit, c'est-à-dire pendant qu'il n'y a pas de déplacement, ça montre bien que, en fin de compte, le déplacement est chiant et ne permet pas de faire grand-chose. Ni pour les joueurs en termes de créativité, ni même sur comment accompagner le déroulement de l'histoire. Alors, est-ce que c'est un moment qui doit servir à la construction psychologique des joueurs les uns avec les autres? Je ne sais pas. Mais pour moi, ça remet déjà en cause le concept même de l'un des triptyques, c'est-à-dire le lieu. Pourquoi les montagnes changeantes? Pourquoi des déplacements aussi longs si finalement on s'aperçoit qu'il y a un océan de créativité dès qu'on quitte les montagnes pour arriver dans une ville? Ou qu'il y a en tout cas une certaine liberté dès qu'on arrête de se déplacer dans les montagnes simplement pour vivre la nuit. Scène A, Pépère le maire. Le maire n'est pas trop tracassé par la situation de crise. Ok, état de crise, 40% de taxes sur les transactions de marché. Bon, ça c'est plus de l'ambiance. Hein. Ah, voilà, la liste de ce qui est possible d'apprendre. Ça aussi, c'est bien. Ok, le marché noir n'est taxé qu'à 20%. Quelques toits ont été endommagés suite à une tempête. D'accord, bon, ça je trouve que c'est bien. Scène 2, farandole de petits légumes. Donc arrivée des choux, ah oui quand même, c'est voilà, les héros apportent des choux. Voilà, le prix des endives, fixer les tarifs, ça c'est une belle activité. Ils sont récompensés d'avoir transporté les choux jusque là. Il y a toutes les blagues sur les choux qui trouvent leur sens puisque c'est finalement le poumon économique de la région. Voilà, la culture de choux, poumon économique de la région, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est réel. C'est réel, c'est concret. Il y a une crise en rapport avec le chou, et c'est à la fois un problème dans le village de départ, et c'est une solution dans le problème d'arrivée. Ils ont trop de choux dans le village de départ, ils les apportent dans le village d'arrivée, et de là ils vont pouvoir trouver d'autres denrées, et vraisemblablement les rapporter dans le village d'origine. Donc on est sur quelque chose qui fonctionne bien, qui est cohérent, et ça c'est bien parce que quand il y a une base qui est cohérente dans un univers, ça permet de broder ce qu'on veut par-dessus.
si on est basé sur 100% de cohérence, comme par exemple du transport de nourriture, c'est 100% cohérent. Et là-dessus, on peut brancher pas mal de choses. On peut brancher des événements fantastiques, de l'humour, pas mal de choses. Si on est sur un truc qui est incohérent de base, ou qui est bizarre, ou qui est difficile à comprendre, plus on essaie de rajouter des choses dessus, et plus ça devient flou. Là, j'aime bien, la base, elle fonctionne super bien. Et je trouve que ce côté extrêmement basique du chou est bien contrebalancé par l'humour en relation avec les choux, les chabichous, et ce genre de choses. Donc, ce qu'il sera possible d'apprendre. Ok, là pareil, des listes d'éléments, ça aussi c'est très bien, j'aime bien. Poupon et Santon. Alors là je me demande, est-ce que les scènes, ça ressemble à des scènes facultatives. Ça m'a l'air d'être un manuel pour le maître de jeu avec une présentation de toute une série de scènes qui ont lieu dans la ville, avec la possibilité pour le maître de jeu d'utiliser telle scène ou telle scène, suivant la composition du scénario. Je suppose d'ailleurs que la différence entre les deux actes, c'est que le deuxième acte a beaucoup de possibilités dans la ville. Simplement, là, je me demande pourquoi avoir un deuxième acte aussi riche et pourquoi avoir un premier acte aussi pauvre. Puisque le premier acte, je rappelle qu'en gros, ils partent de la ville avec ce qu'ils peuvent et ils font quelques centaines de mètres à peine. Enfin, quelques centaines de mètres à peine qui au début sont très pénibles et qui après donc prennent des kilomètres. Voilà, ce qui est possible d'apprendre. J'aime bien la structure se répète, ce qui fait que en tant que maître de jeu, on peut retrouver les éléments importants, ce qui est possible d'apprendre par le santonnier, par le mounetier. Scène C, encore une scène. Introduction, ce qui sera possible d'apprendre, d'accord. On est vraiment sur de la transmission de connaissances. Hein. Je vois à chaque fois ce qu'il est possible d'apprendre et pas ce qu'il est possible d'obtenir. Donc, au moins c'est cohérent, hein, parce que s'il y avait une partie des scènes dans lesquelles on peut obtenir des objets, une partie des scènes dans lesquelles on peut obtenir seulement des informations, il pourrait y avoir une certaine déception. Mais là, apparemment, donc, on est vraiment sur de l'échange d'informations. Alors l'échange d'informations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un jeu qui est soit basé sur les informations qui ont été récoltées. Je dis pas qu'il faut faire un quiz de connaissances, mais ça peut être que on sait qu'on peut résoudre une situation particulière parce qu'on a eu l'information d'un personnage. Ou alors ça peut être, de façon beaucoup plus basique, un plaisir de la découverte. Le monde est riche, le monde a été bien écrit, les personnages sont attachants, il y a une volonté de jouer les personnages, et chaque scène est un émerveillement. Chaque scène est un émerveillement, chaque scène on est content de découvrir les personnages, d'en apprendre plus sur l'univers. Et je dirais qu'aujourd'hui, enfin, à ce moment de la lecture, les parties vraiment solides, il y a la nécessité d'échanger des denrées alimentaires, du chou contre autre chose, et pour moi donc la partie montagne changeante est beaucoup moins forte. Et à ce stade aussi de la lecture, toute la partie absence de magie ou finalement médiéval fantastique passe à, enfin médiéval pas trop fantastique passe un peu à côté. C'est-à-dire que on pourrait avoir quasiment la même histoire en France dans les années 70, voire quasiment de nos jours. J'attends de voir s'il y a des éléments un peu plus fantastiques, un peu plus spécifiques au monde. Donc voilà, on a un laboratoire de l'expert. Donc là voilà, on n'est plus vraiment dans un village en train de parler des habitants, c'est bien. L'apprenti nécromant en exil. Ok. Vit un terrible nécromant qui s'est juré de se venger des Béotiens qui l'ont chassé. En vérité, c'est un total néophyte qui n'a jamais su faire autre chose que relever péniblement quelques squelettes. D'accord. Alors, je vais lire un peu plus. Un grimoire trône sur le présentoir au centre de la pièce. Ok. Alors, une fois mis au courant de l'histoire des statuettes après avoir bien ru du malheur des habitants, le nécromant nie toute implication. Là pareil, donc on apprend des choses. D'accord. La glouche, l'auberge. Ok, on apprend des choses.
Donc les archivistes, repères permanents. Peu nombreux et adeptes des endroits perdus, les archivistes disposent toutefois de repères permanents en bordure de certains villages. Ok, donc je suppose que c'est par exemple la tour dont on parlait plus tôt. Une fois informés des problèmes que rencontre le village, il les conduira sans tarder à la tour des archivistes, un bâtiment massif d'une vingtaine de mètres de hauteur. Tiens, d'ailleurs, je pense à quelque chose, mais en fait, cette carte, c'est pas le village de départ, ça doit être le village d'arrivée. S'il y a la tour des archivistes et le nécromant, en fait, ça doit être l'endroit où ils arrivent. Donc ils partent d'un autre endroit qui est ailleurs pour arriver ici. Donc depuis le début, j'ai une mauvaise vision de ce qu'est l'aventure, puisque je pensais qu'ils étaient dans cette région-là et qu'ils en partaient pour aller dans une autre région. Alors qu'en réalité, c'est ici qu'ils arrivent. Alors pourquoi est-ce que je me suis trompé? Déjà parce que je n'ai pas vu de carte générale du monde ou de parcours des héros, mais c'est surtout à cause de ces noms, les Madador, Malator, et ce que tu veux, qui font que je m'y retrouve absolument pas. Ça, je pense que c'est un point négatif. Hein. Scène I, le terrain interdit, vague d'indices, ok. Donc pareil, pas mal de récolte d'informations. Ah tiens, un sac de toile contenant des statuettes est là. Donc pareil, je pense que c'est de l'information. À cause de la structure de récolte d'informations, je me demande comment va se résoudre l'aventure. Est-ce qu'il va y avoir un personnage explicatif qui va poser une espèce de quiz, ou est-ce que c'est les joueurs qui par eux-mêmes détermineront si ils sont heureux de ce qu'ils ont appris, et qui dans ce cas-là, ce sera plus une posture à la recherche de la négativité, c'est est-ce qu'il y a eu des trous dans le scénario ou des trous dans la conception du monde que l'on n'a pas réussi à résoudre au cours de l'aventure, mais bon, ça fait partie du jeu. Là où je dis de faire attention à ce genre de structure, c'est que lorsque on récolte des informations et qu'on n'a pas dans l'esprit une résolution spécifique, comme par exemple on a récolté des informations pour, je sais pas, libérer un personnage emprisonné et à la fin on le libère, si la condition de victoire n'est pas sur un élément tangible et matériel, s'il faut compter sur ce qu'on a appris, ce qu'on a appris on l'a appris, ce qu'on n'a pas appris, pour se rendre compte que l'on ne le sait pas, et il faut se rendre compte qu'il y a un problème. Il faut se dire, tiens, mais pourquoi il s'est passé ça? On ne le sait pas. Ah bah zut, et c'est la déception. C'est-à-dire qu'avoir des joueurs qui sont à la recherche de la déception pour pouvoir se demander s'ils ont vraiment appris les choses ou pas, c'est pas terrible comparé à on a accompli l'objectif, on a sauvé la princesse, on a on a vendu tous les choux, on a tué le magicien des ténèbres, etc. etc. Je vais faire attention, je me pose la question maintenant, on verra plus tard si finalement quelle est la condition de victoire. PNJ, ah oui, parce que j'oublie de dire, si le but final c'est de vendre tous les choux ou de tuer le magicien des ténèbres ou de libérer la princesse ou n'importe quoi d'autre, la question qui se pose c'est à quoi ça servait de rassembler toutes ces informations. Parce que ok, ça peut être rigolo, ça peut être amusant, mais si les informations ne servent à rien, ne servent pas à la résolution finale ou sont trop décorrélées, pas suffisamment en relation avec la résolution finale, finalement tu as passé tout ton temps à discuter avec des gens, à parler de choux, et si tu retires l'intérêt de jouer avec les autres joueurs et compagnie, finalement la question se pose, est-ce que c'était vraiment intéressant comme type de jeu? Alors, PNJ, le paysan lambda, donc là c'était l'encadré dont on parlait tout à l'heure. Scène 2, l'aveu. Donc là, on est dans une autre scène. Donc je suppose que la partie précédente, c'était avec des ramifications, possibilité d'aller à droite, à gauche. Scène 2, voilà, tous les éléments réunis, l'enquête des personnages joueurs devra s'achever dans le laboratoire de l'ingénieur. Ok, ça c'est très bien. On est justement dans la phase de résolution dont je parlais. Avec un personnage explicatif qui est donc l'ingénieur. Donc quelques moyens de résolution possibles. L'appareil, etc., etc. Donc ça, je trouve bien. Donc, on a eu toute une phase d'enquête avec résolution, avec donc récolte d'informations qui servent donc pour passer à une autre scène, qui est une scène intermédiaire de résolution d'enquête. Très bien. Donc maintenant, je voudrais voir, est-ce que la suite
Alors voilà, donc scène 3 est juste épilogue. Donc est-ce que c'était bien, est-ce que c'est la partie finale ou est-ce qu'il y a autre chose? Les personnages joueurs ont un bref moment de gloire aux côtés du maire qui fera sans doute un petit discours. Il y a moins d'animaux dangereux dans la région, le patin n'a pas porté sa mauvaise réputation avec lui. Le devoir les attend sous la forme d'une caravane chargée d'endives. Les taupes thermiques viennent d'entrer en action. Si la génératrice de bruit est active, une ou deux maisons seront touchées. Sinon, décrivez la chasse aux taupes thermiques dans les rues, le chaos qui s'ensuit, peut-être même que Mémé Gisèle accusera les PJ de sabotage. D'accord. À moins que le gardien de vache ne s'improvise joueur de flux de hamelin, il faudra faire un périmètre de défense avec les moyens du bord le temps que l'ingénieur réactive les machines à bruit, puis repousser les intrus. Mais que sauver, les cultures ou le village? D'accord. Après une semaine éprouvante sur les chemins, les voyageurs sont accueillis comme il se doit, par une fête à l'auberge et une bonne soupe aux choux des familles. Certains ne pourront plus les voir en peinture à cause de tous les ennuis subis à cause d'eux, mais la joie d'être de retour au village devrait l'emporter. S'ils n'ont pas été trop nigauds, la mission devrait être un succès, et pour ceux qui ont échangé des marchandises rares, ce sera carrément le triomphe. Dans le cas contraire, une punition humiliante attend ceux qui auront fait chou blanc, le pilori à légumes et des travaux forcés jusqu'à remboursement de leurs dettes. Okay. Au fond du dernier sac d'endives, ils trouveront un objet de petite taille, ficelé grossièrement dans plusieurs couches d'emballage. Un mot l'accompagne. En dédommagement pour les ennuis causés, l'ingénieur leur confie la statuette originelle d'où est partie toute l'affaire. Si une personne la regarde fixement, il lui semblera entendre un petit rire. Ok, c'est très bien ça pour une conclusion, avec toute l'aventure avec les statues rigolotes à transporter. Donc là, les annexes, matériel à préparer, les trucs, les personnages. Alors, je vais parler ici de la conclusion. J'aime bien la conclusion. Je trouve intéressant que la quête principale soit du transport d'objets et qu'il y ait cet élément perturbateur de transport des statuettes qui est obligatoire. Je trouve ça intéressant d'avoir que la quête commence par un transport de choux et que tu te retrouves avec des statues magiques maudites. Je trouve aussi intéressant que ce soit assez lié aux différentes factions. Donc le fait que les ingénieurs entrent en cause, que l'administration soit présente, que les archivistes soient là eux aussi. Je dirais juste que la présence des archivistes est indirecte. C'est-à-dire que, bon, il y a les parties où ils interviennent directement, mais disons que l'administration, c'est tous les, finalement, les maires et autres choses, les personnages, même l'administration même de la ville, la structure de la ville. La partie ingénieur, donc on a la résolution de l'enquête qui se passe par l'ingénieur. C'est là qu'est parti le problème, on y vient, on résout ça avec l'ingénieur, tout est bon. Mais la partie magie, finalement, c'est pas vraiment les archivistes, c'est plus la statue magique. Il y a une question que je me pose, c'est quel est le lien exact entre les archivistes et les statues? Et là, si vous avez suivi, vous allez me dire, oui, mais attention, les archivistes ne font pas vraiment de magie. Ils récupèrent des parchemins, ils en créent, mais ce n'est pas de la magie. Et ce qui veut donc dire que les statuettes magiques ne sont pas vraiment en lien avec les archivistes. C'est-à-dire que les archivistes eux-mêmes ne sont pas vraiment en lien avec l'histoire. Je pense qu'il y a une concurrence entre les archivistes et leur fausse magie et la magie des statuettes qui, elle, est réelle. C'est-à-dire que dans l'histoire, quand on progresse dans l'histoire, quand on regarde les êtres humains avec lesquels on est, donc les personnages administratifs, on les rencontre, on leur parle, ils ont une importance absolument capitale. Le personnage donc ingénieur, donc représenté par cet ingénieur chez qui on fait la résolution de l'enquête, donc est absolument capital. Par contre, les archivistes, de ma lecture, de ma prise de connaissance, je ne les vois pas comme vraiment nécessaires. Je les vois comme secondaires, puisque finalement, la troisième partie, c'est la vraie troisième partie, c'est la magie des statuettes, une magie qui n'est pas gérée vraiment par les archivistes. Donc après, c'est pas un problème en soi, c'est juste que je trouve dommage qu'il y ait finalement que les archivistes ne soient pas mis à l'honneur autant que les autres factions. Je pense que là où ça va avoir un impact sur la façon de jouer, c'est que on peut jouer à l'administration. En tant que maître de jeu, on peut jouer à l'administration, trouver tous les problèmes administratifs qui existent. En tant que partie ingénieur, il y a vraiment des très beaux morceaux à jouer. En tant que partie archiviste, je ne les sens pas autant présents dans le scénario principal. Il se peut qu'ils aient des scènes qui soient bien à eux. Il se peut aussi que cette partie avec la tour des archivistes soit absolument mémorable.
Ce que je dirais, c'est que ce que j'aimerais bien en tout cas, c'est que il y a un lien plus fort entre la magie des statuettes et la magie des archivistes, et que les archivistes soient de façon sûre et certaine présents dans la trame principale. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire le scénario en zappant les archivistes. Ça c'est pour en ce qui concerne les personnages humains. Donc ma conclusion aussi en ce qui concerne les éléments du monde. Donc on a des montagnes changeantes, mais comme on a vu, le calcul des distances et bref, ça me plaît pas énormément, et surtout de ma lecture rapide, j'ai l'impression qu'on passe à côté de tout ce qui fait le charme de la montagne. Je m'explique. On a vu que pendant la première partie du scénario, le premier acte, durant les déplacements, on évoquait assez peu les problèmes habituels de la montagne, comme, je sais pas, les ravins, les précipices. Il n'y a pas des paragraphes et des paragraphes là-dessus. Je le sens pas. Ce qui fait que la majeure partie de l'action, c'est quoi? C'est, pendant la nuit, discuter avec des gens. Et ça, je trouve pas terrible. D'autant plus que faire deux actes différents là-dessus. On a un premier acte qui est très pauvre, du fait d'une mauvaise gestion de la géographie. On a un deuxième acte qui est extrêmement riche. Et ça s'explique parce que je pense que les créateurs donc, de ce projet doivent bien aimer faire des relations avec les personnages humains, donc présenter des scènes comme ils l'ont fait là dans le deuxième acte. Et dans le premier acte, ils n'ont pas grand chose à faire, donc ils ont ajouté artificiellement des êtres humains présents la nuit. Donc la partie décor, des montagnes changeantes, j'y crois pas. En tout cas, je trouve pas assez bien exploité. Si on avait un premier acte qui fasse la taille du deuxième et qui soit tout aussi intéressant que le deuxième, évidemment ça vaudrait le coup. Mais là, il y a un travail considérable à faire pour atteindre cette partie, pour atteindre ce niveau, pour atteindre cet objectif. Sinon, donc en ce qui concerne l'absence de magie, alors l'absence de magie, on n'y est pas vraiment, parce que le but du scénario, quand même, c'est la magie. Donc on parle d'un monde médiéval fantastique dans lequel il n'y a quasiment plus de magie, mais avec un élément principal qui est purement magique, qui est celui de la statuette. Donc est-ce qu'on est vraiment en absence de magie? D'accord, on peut dire qu'avant l'événement et après l'événement, il n'y a pas de magie, ou dire que c'est ok, c'est de la magie, mais c'est justement parce qu'on est dans un monde où la magie a disparu qu'on n'est plus vraiment capable de gérer ce genre de magie. Toujours est-il que là, on est dans un scénario qui reste rempli de magie. Si je fais un épisode 2, je me retrouve à faire un épisode 2 avec plein de magie. Disons que et c'est plus grave que si le monde de base n'avait aucune magie et que les statuettes étaient magiques, parce que dans ce cas-là, si le monde de base, il n'y a pas de magie et que les statuettes sont magiques, c'est l'élément perturbateur. C'est ce qui fait que y a une aventure. Mais là, en quelque sorte, on a vendu le sujet, d'ailleurs on m'a vendu le sujet, en me disant c'est un monde sans magie. Alors qu'en réalité, il y a plein de magie qui est multipliée par le biais des statuettes. Ça, et je vais d'ailleurs revenir sur les points. Donc, voyage, montagne omniprésente et absence de magie. C'est ce qu'on a résumé. Donc, voyage, c'est le premier acte qui est assez pauvre. Montagne omniprésente, c'est la difficulté justement à justifier les déplacements en montagne. C'est donc aussi le premier acte qui est donc assez pauvre. Et absence de magie, qu'en réalité, c'est le contraire. Donc, si je voulais avoir des voyages, j'en ai pas. Parce que c'est pas vraiment des voyages, c'est une progression difficile sur quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres. C'est pas vraiment un voyage. Quand tu fais quelques centaines de mètres ou kilomètres, j'appelle pas ça un voyage. Le montagne omniprésente, ok, mais c'est très mal décrit. Et absence de magie, mais en fait c'est le contraire. Donc je pense qu'il faut décrire autrement le projet. Parce que voyage, montagne omniprésente et absence de magie, en réalité, non, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est pas vraiment de voyage, montagne pas très décrite et beaucoup de magie. En tout cas, beaucoup de magie ou une certaine malédiction. Moi, je le présenterais plutôt comme, non pas voyage, mais petite communauté. Ensuite, plutôt que montagne omniprésente, je parlerais des montagnes qui enclavent. C'est-à-dire que c'est pas tellement on est dans les montagnes, c'est on est entouré par les montagnes. Donc, c'est une petite communauté entourée par les montagnes avec une malédiction. Donc, d'après moi, c'est beaucoup plus fidèle à ce qu'est le projet. Parce que voilà, c'est...
Et on reste aussi dans cet esprit de petite communauté avec les gens qui font pas plus de quelques kilomètres. Donc j'aimerais voir une description du projet qui serait plus sur ces 3 éléments-là. Donc à la place de voyage, petite communauté, à la place des montagnes omniprésentes, de se sentir vraiment encerclé. À la limite, c'est bazarder la partie sur le déplacement en montagne de l'acte 1 pour se concentrer avant tout sur le fait qu'on soit entouré par les montagnes et que le petit chemin à travers les montagnes, c'est ça qui explique que le monde soit séparé du reste de l'univers, enfin que tout le scénario soit séparé du reste du monde. Moi je veux sentir le fait que je me déplace que de quelques kilomètres, mais non pas en escaladant la montagne, en progressant, mais à la limite il y a des petits sentiers, des petits canyons. Si on nous explique que il y a des chemins qui passent au fond des canyons, et que finalement ces flancs du canyon sont les gigantesques montagnes qui nous enserrent, qui nous oppriment, et que dans cette situation d'oppression, on vit une présence magique qui ne devrait pas être là. Donc non pas parler de la magie d'autrefois qui a un peu disparu, mais beaucoup plus mettre en avant le fait que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de magie, et là, ça y est, il y a une malédiction qui arrive. Là, je pense qu'en tout cas, ce serait plus fidèle à ce qui a été présenté. Donc voilà, c'était mon commentaire du projet Le Poids du Secret. Je ne sais absolument pas pourquoi ça s'appelle Le Poids du Secret, mais donc c'était Le Poids du Secret, donc un scénario en 2 actes dans l'univers des montagnes changeantes, par donc Psychosophe, avec une petite aide d'Altarimar, et donc je suppose que l'un des deux est donc Aurélien Lancelot qui m'avait donc envoyé ça. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, déjà vous pouvez dire en commentaire ce que vous avez pensé de la description. Si vous êtes intéressé aussi par le projet, je pense qu'il y aura moyen de vous mettre en contact avec Aurélien, je dis pas d'erreur, Psychosophe, Altarimar, qui je pense seront à la recherche de joueurs. Et si vous avez vous-même un projet que vous souhaitez voir décrit, voir aidé, ou que vous connaissez un projet justement que vous voudriez voir décrit, n'hésitez pas à m'envoyer un lien et je ferai un commentaire. Voilà. Merci à tous.